Je vous rappelle que la leçon n'a pas encore été prononcée, mais... Madame la ministre, chère Roselyne, Monsieur le ministre, cher Jacques Toubon, Madame la directrice générale de Santé publique France, chère Caroline, Monsieur le président du Comité consultatif national d'éthique, cher Jean-François Delfrécy, Monsieur le président du Muséum d'histoire naturelle, cher Gilles Bloch, Madame la présidente de l'HCRS, chère Coralie Chevalier, chers et chers collègues, Mesdames, Messieurs, chère Nathalie Bajos. C'est un très grand plaisir de vous accueillir ce soir, ici au Collège de France, ou derrière vos écrans, pour la leçon inaugurale de la chaire annuelle Santé publique. Cette chaire a été créée en 2018 en partenariat avec l'Agence nationale Santé publique France. Elle est destinée à encourager l'excellence de la recherche et les débats intellectuels au meilleur niveau sur les questions de santé publique et tout particulièrement d'en rendre sensibles les enjeux contemporains en France et dans le monde auprès de la communauté médicale et scientifique et des décideurs et du grand public, en invitant chaque année sur cette chaire une personnalité dont les recherches s'inscrivent dans cette perspective. Je voudrais aussi profiter de remercier chaleureusement la directrice générale Santé publique France et toute son équipe qui est, je crois, très présente ce soir pour avoir reconduit ces chaires pour une nouvelle convention de 3 ans que nous venons de signer. Donc je pense que c'est une très bonne chose et je salue donc tous les membres de Santé publique France. Merci et bienvenue ici au Collège. Donc cette année, l'enseignement sur cette chaire a pour thème la production sociale des inégalités de santé. La question des maladies et de leur guérison possible occupe l'humanité depuis toujours. Dans la pensée médico-magique du Proche-Orient, il existe un lien très étroit entre la cause magique et la cause médicale de la maladie. Une personne frappée par une divinité ou un démon ne souffre pas seulement d'une maladie, mais il subit également des pertes extérieures de nature sociale et matérielle. Les textes bibliques montrent que la maladie a toujours un aspect global qui peut aller jusqu'à la persécution par les autres. Et c'est particulièrement visible dans les psaumes de complainte dans lesquels un malade, une personne souffrante, s'adresse à Dieu. Vouloir y déceler des symptômes précis de la maladie échoue déjà du fait que la maladie et la souffrance sont décrites dans leur expérience sociale, médicale et spirituelle. Dans un certain nombre de textes, la maladie individuelle, mais aussi des pandémies, sont comprises comme la sanction divine d'une faute de l'individu ou d'un groupe. Même si aujourd'hui une telle idée peut paraître archaïque, elle résurgit quand même constamment, comme on l'a pu constater au moment de la découverte de la maladie du sida, qui a engendré une résurgence de discours homophobes. Déjà dans l'Antiquité, on constate que les différentes couches de la société ne sont pas égales face aux maladies et aux possibilités de guérison. Les inégalités de santé, phénomène aussi ancien qu'universel, représentent aujourd'hui un enjeu majeur de la justice sociale. De nombreuses recherches, relevant pour la plupart de l'épidémiologie sociale, ont permis d'identifier nombre de déterminants sociaux de l'état de santé, comme le niveau d'études, la profession, le revenu, le lieu de résidence. L'analyse sociologique de la production sociale des inégalités nous conduit aussi à considérer que ces inégalités sont l'une des manifestations les plus saillantes de l'inscription des structures sociales dans le corps et qu'il importe en conséquence d'appréhender les principaux rapports sociaux de pouvoir qui façonnent ces pratiques sociales. Elle invite aussi à ne pas appréhender le biologique indépendamment du social, mais à penser l'interaction complexe entre ces deux dimensions. Elle engage enfin à analyser les pratiques de santé au sein des trajectoires de vie, de la naissance jusqu'à la mort, en interaction avec les conditions d'accès et de prise en charge par les systèmes de soins. Nous sommes très heureux d'avoir pu inviter pour traiter de ces questions une des meilleures spécialistes, Madame Nathalie Bajos, que je voudrais vous présenter maintenant et qui vient un peu handicapée, mais elle m'a dit que ça va bien se passer, donc je ne suis pas inquiète. Nathalie Bajos est sociologue et démographe. Elle a obtenu son doctorat en santé publique à l'Université Paris 11 en 1989 avec une thèse sur l'aide médicale urgente à Paris et en 2005 son habilitation à diriger des recherches à la même université. Elle est actuellement directrice
de recherche à l'INSERM et directrice d'études à l'EHESS. Il a été honorary professor de la London School of Hygiene and Tropical Medicine à 2008 à 2015 et visiting professor du Jesus College à Cambridge 2008-2009. Il conduit ses travaux au sein de l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, sciences sociales, politique, santé. Ses recherches portent sur la production sociale des inégalités de santé dans les champs de la sexualité et de la santé sexuelle. Il a d'ailleurs été co-responsable des 3 enquêtes nationales sur la sexualité, sur le Covid-19 et sur les maladies cardiovasculaires. Ça, c'est un projet IRC, Gender Health Inequalities. Le premier résultat de ces recherches montre que les patients ne recourent pas au système de soins au même moment de l'histoire de leur maladie et que les réponses apportées par les professionnels de santé varient selon la position sociale de ces malades. Au niveau des publications nombreuses, je voudrais mentionner notamment Enquête sur la sexualité en France, Pratique, genre et santé en 2008, qui a été traduit en anglais, et Sexual Behavior and HIV in Europe, édité d'abord en 1918 et réédité en 2022. Membre de nombreuses commissions scientifiques en France et à l'étranger, elle a par ailleurs été responsable du département de la promotion de l'égalité de la lutte et de la lutte contre les discriminations du Défenseur des droits, a assuré la direction de l'enquête sociologique de 2020 sur les violences sexuelles dans l'Église catholique, de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, et préside le Conseil national du sida et des hépatites virales depuis février 2024. Chère Nathalie Bajos, c'est un très grand plaisir de vous accueillir ici au Collège de France. Je vous donne enfin la parole pour que vous puissiez présenter votre première conférence qui va inaugurer votre enseignement. Bienvenue et la parole est à vous. Merci beaucoup. Ça peut servir. Monsieur l'administrateur, Madame la directrice générale de Santé publique France, chers et chers collègues, mesdames et messieurs, je voudrais introduire cette leçon inaugurale en rendant un hommage aussi admiratif que chaleureux à Françoise Héritier, première femme à occuper la chaire d'anthropologie du Collège de France en 1982, que j'ai eu la chance de rencontrer au début de ma carrière et qui m'a toujours soutenue avec une extrême bienveillance. Parmi sa remarquable production scientifique, ses travaux sur la valence différentielle des sexes, qui montrent que le masculin est considéré de tout temps et en tout lieu comme supérieur au féminin, ont été pour moi une source précieuse d'inspiration, notamment pour comprendre les inégalités de santé. Revenons tout d'abord sur l'intitulé même de cette chaire, la production sociale des inégalités de santé, chaire soutenue par Santé publique France, que vous m'avez fait l'honneur de me confier cette année. Les inégalités de santé représentent un enjeu majeur de justice sociale qui obère le droit fondamental à la santé. La Constitution de 1946 de l'Organisation mondiale de la santé dispose en effet que chaque individu, je cite, a le droit de posséder le meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre, quelle que soit sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale. Et ce droit est consacré dans de nombreux traités internationaux ratifiés par la France, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, et surtout le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, qui lui confère une force juridique contraignante pour les États. Ce droit s'impose donc à la Constitution française en vertu du principe juridique de la hiérarchie des normes. Et le niveau d'exigence n'est pas des moindres, puisque l'OMS définit dans le préambule de sa Constitution la santé comme, je cite, un état complet de bien-être mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Appréhender la santé comme un droit humain fondamental pose d'emblée, soulignons-le, son caractère social et politique, à rebours d'une perspective dominante qui la considère comme un enjeu individuel, un espace apolitique. Quant au terme d'inégalité de santé, il recouvre différentes acceptions dans le champ de la santé publique, depuis les approches qui considèrent que toute différence d'état de santé entre groupes sociaux constitue une inégalité,
à celles qui, à l'instar de Margaret Whitehead, proposent de ne considérer comme inégalité que, je cite, les différences qui sont évitables, injustes et inéquitables et qui affectent négativement les nations et les groupes défavorisés au sein des nations. Mais l'opérationnalité de cette définition n'est pas sans poser problème. Comment qualifier une différence d'évitable? Elle pourrait toute l'être si l'on se donne les moyens politiques de les réduire. Qu'est-ce qu'une différence injuste? Certes, les différences de santé entre groupes de population ne relèvent pas toutes de facteurs sociaux. Par exemple, la drépanocytose, qui est la maladie génétique la plus répandue dans le monde, résulte d'une mutation sur un des gènes codant l'hémoglobine. En France, elle touche surtout les populations antillaises et originaires d'Afrique subsaharienne. Toutefois, les conditions de transmission de cette maladie autosomique récessive renvoient aux modalités de rencontre des partenaires sexuels qui sont toujours socialement déterminées. De surcroît, les conditions de son dépistage et de sa prise en charge médicale pour limiter l'apparition et la gravité des complications diffèrent selon les caractéristiques sociales des personnes concernées et dépendent des représentations que les professionnels de santé ont des populations migrantes. Au-delà de cet exemple, si les prédispositions génétiques ne sont pas socialement déterminées et si l'exposition au risque ne l'est pas toujours, la perception des symptômes, les conditions d'accès aux soins et la prise en charge médicale le sont. Je définirai donc les inégalités de santé comme des écarts de santé entre groupes sociaux résultant de logiques sociales et institutionnelles. En d'autres termes, les inégalités sont des différences socialement produites. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de mettre au jour les processus sociaux qui produisent ces inégalités. Je commencerai par poser brièvement quelques jalons historiques sur les connaissances scientifiques acquises dans ce domaine. S'il est établi de longue date, depuis Hippocrate dans son traité des airs, des eaux et des lieux, que les conditions environnementales, les régimes alimentaires et les modes de vie affectent la santé, l'appréhension des différences sociales d'état de santé au sein des populations n'est que récente dans l'histoire. C'est à partir du XVIIe siècle, avec le développement des premiers travaux statistiques, que des différences de mortalité selon les caractéristiques sociales commencent à être objectivées, une étape fondamentale pour l'analyse des faits sociaux, comme le rappelait François Héran dans sa leçon inaugurale sur Migration et société en 2018. Les premiers travaux descriptifs sont ceux de deux Britanniques, Sir William Petty, mathématicien de formation, et John Grant, conseiller municipal. En 1662, Petty établit une cartographie de l'Irlande révélant les liens entre les conditions économiques et la mortalité dans les différentes régions. Grant publie quant à lui, en 1663, son ouvrage Natural and Political Observations Made upon the Bills of Mortality, dans lequel il met au jour les différences de mortalité entre les individus vivant dans les quartiers pauvres et ceux vivant dans les quartiers riches de Londres. Ces deux auteurs créent ensemble les premiers outils, taux de mortalité, causes de décès, table de survie, permettant de mesurer les différences sociales de mortalité. Ils sont en cela véritablement précurseurs de la démarche d'analyse démographique et épidémiologique. En France, près d'un siècle et demi plus tard, l'ouvrage du médecin Louis-René Villermé, De la mortalité dans les divers quartiers de la ville de Paris, publié en 1830, dresse un constat plus précis que celui établi par Grant pour la ville de Londres. Il montre que le niveau de mortalité est directement lié au niveau de pauvreté. Puis, dans son ouvrage « Tableau de l'état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton, de laine et de soie », publié en 1840, il met en évidence, dans un contexte de forte paupérisation urbaine, les effets néfastes des conditions de travail et de logement sur la santé des travailleurs et de leurs familles, et notamment sur celle de leurs enfants. Quant à John Snow, un des fondateurs de l'épidémiologie, ses travaux sont les premiers qui s'inscrivent dans une perspective analytique. Snow démontre dans son ouvrage « On the Mode of Communication of Cholera », publié en 1849, que les eaux usées, que boivent surtout les plus pauvres, sont le principal mode de propagation du choléra à Londres.
Ces travaux ouvrent la voie à la prise en compte des conditions environnementales pour étudier la santé des populations. En France, à la même époque, Frédéric Leplay, s'appuyant sur l'analyse de 36 monographies de familles ouvrières en Europe, montre dans son livre publié en 1855 l'effet des conditions de vie et de travail particulièrement indigentes sur la santé physique et morale des ouvriers. Ce trop bref aperçu historique donne à voir comment le passage conceptuel entre différence et inégalité de santé s'est progressivement opéré, comme le rappelle Didier Fassin dans sa leçon inaugurale sur l'inégalité des vies, prononcée ici même en 2020. Il montre que cette inégalité révèle toujours la valeur morale différentielle attribuée à la vie humaine en général et à celle des différents groupes sociaux qui la composent en particulier. La publication des premières statistiques sociales, couplée à la diffusion des idées hygiénistes au milieu du XIXe siècle et à la visibilité sociale et politique des ravages sociaux et sanitaires de la révolution industrielle, ont conduit à ce que les différences de santé entre groupes sociaux ne soient progressivement plus appréhendées comme naturelles, mais bien dans une perspective d'inégalité. Le basculement épistémologique se concrétise avec la Révolution française de 1789, où l'égalité devient un idéal politique. Ces premiers travaux ont mis en évidence ce que l'on appelle aujourd'hui les déterminants sociaux et politiques de la santé. Mais ce n'est que tardivement que ces déterminants ont été pris en compte dans les travaux épidémiologiques, longtemps centrés sur l'analyse des facteurs de risque individuels, biologiques ou comportementaux. Cette approche biomédicale, qui s'inscrit dans la logique de la médecine expérimentale de Claude Bernard, qui occupa la chaire éponyme au Collège de France en 1855, est encore dominante aujourd'hui. Elle est remise en cause par les recherches en épidémiologie sociale, à l'instar des travaux pionniers de Michael Marmot au Royaume-Uni à la fin des années 1980, qui intègrent les déterminants sociaux dans les analyses et attestent de l'existence d'un gradient social de santé. Cette approche biomédicale est aussi interrogée par les recherches en sciences sociales qui commencent à se développer dans le domaine de la santé dès le début des années 80 et sur lesquelles je reviendrai. Comme je vais m'efforcer de le montrer, l'enjeu scientifique n'est pas seulement de tenir compte des facteurs sociaux, fussent-ils individuels ou structurels, mais bien de comprendre comment ils interagissent entre eux pour produire des inégalités de santé. Je voudrais revenir rapidement sur ce qu'on sait aujourd'hui de l'ampleur des inégalités de santé. L'humanité vit en meilleure santé qu'elle n'a jamais vécu, et les écarts d'espérance de vie entre les différents pays du monde se sont réduits au fil du temps. Mais les écarts restent marqués. L'espérance de vie en 2021 s'élevait à 53 ans au Tchad et à 86 ans au Japon, une différence de plus de 30 années. Et de nets reculs ont été récemment enregistrés dans certains pays en raison des pandémies, comme celle de VIH-Sida ou celle de Covid-19, ou en raison de conflits armés. Nous ne sommes pas à l'abri de nouveaux reculs au regard des enjeux environnementaux et politiques actuels. Quand on porte le regard au niveau d'un pays, les inégalités de santé, selon la profession, suivent toujours un gradient social. C'est le cas en France, où l'espérance de vie à 35 ans entre les femmes cadres et les femmes ouvrières, qui était de 3,1 ans au début des années 80, est passée à 3,4 années en 2021. Pour les hommes, l'écart a diminué, passant de 6 à 5,3 années au cours de la même période. Mais le fait que ces inégalités n'aient pas sensiblement augmenté au cours de ces dernières décennies, alors même que les inégalités économiques, après avoir diminué, s'accroissent depuis le début des années 80, souligne la complexité du phénomène étudié, mais également les limites de l'indicateur utilisé, ici la profession, et je reviendrai sur ce point. Si l'on retient le niveau de revenu comme marqueur socio-économique, les écarts sont encore plus nets. D'après les dernières données de l'INSEE, les femmes de 35 ans disposant d'un revenu mensuel de moins de 500 € par mois vivent en moyenne 7,9 années de moins que celles dont le revenu est supérieur à 6 000 € mensuels par mois. L'écart est de 11,8 ans pour les hommes. Ce qui est surprenant, ce sont les inégalités de mortalité
selon le sexe. Elle frappe en effet par un trait particulier. Contrairement aux autres domaines de la vie sociale, comme les sphères familiales, professionnelles ou politiques, les femmes dans tous les pays du monde ont une position plus favorable que celle des hommes s'agissant de leur espérance de vie, même si cet écart se réduit sensiblement lorsque l'on considère l'espérance de vie sans incapacité. Ces quelques statistiques, certes sommaires, attestent du caractère universel des inégalités de santé. Si elles permettent des comparaisons dans le temps et dans l'espace riches d'enseignements, elles ne portent que sur la mortalité et ne renseignent pas sur la qualité de vie, et moins encore sur les mécanismes qui produisent ces inégalités. La perspective sociologique que je propose pour analyser ces mécanismes s'appuie sur deux paradigmes. Le premier pose que les inégalités de santé sont construites par des rapports sociaux qui interagissent entre eux. Le second, qu'elles sont cumulatives au fil des parcours de vie, tant du point de vue des conditions de vie qui altèrent la santé que de celui des apprentissages sociaux. Comme le rappelaient Claudine Erzlich et Janine Pierret, les maladies ont une histoire et une géographie. Et la diversité historique et sociale des états de santé traduit le fait que, comme le rappelait monsieur l'administrateur, les corps sont façonnés par les rapports sociaux qui structurent toute société à un instant T donné. Ou, comme le rappelait Pierre Bourdieu, que, je cite, « les inégalités observées dans le domaine de la santé sont l'une des manifestations les plus saillantes de l'inscription des structures sociales dans les corps. » Dès le début des années 1930, Marcel Mauss, titulaire de la première chaire de sociologie au Collège de France, ouvre la voie à une réflexion scientifique sur le corps qui rompt avec l'évidence biologique. Il appréhende le corps comme un instrument et considère que la manière dont les humains s'en servent est socialement apprise, transmise par l'éducation et l'imitation. Pour Mauss, l'habitus participe à construire les actes de la vie quotidienne, dont les pratiques de santé, comme par exemple les soins du corps ou l'expérience de l'accouchement. Dans la même perspective, le sociologue Luc Boltanski, dans son article sur les usages sociaux du corps, publié 30 ans plus tard, écrivait, je cite, que les déterminants sociaux n'informent jamais le corps de façon immédiate par une action qui s'exercerait directement sur l'ordre biologique, mais sont relayés par l'ordre culturel qui les retraduit et les transforme en règles, en obligations, en interdits, en répulsion ou en désir, en goût ou en dégoût. Les travaux du philosophe Michel Foucault, qui s'appuient sur le concept de microphysique du pouvoir, traitent quant à eux du façonnement des corps par les institutions, des institutions qui édictent des normes et qui sont dotées d'un pouvoir de surveillance. Plus récemment, la sociologue Muriel Darmon enrichit ses réflexions dans ses travaux sur les personnes anorexiques, en montrant que les normes et les valeurs sociales sont incorporées par les individus à travers des institutions socialisatrices comme l'école ou l'hôpital et contribuent à ce qu'elle appelle le devenir anorexique. C'est la question de l'incorporation du social qui est posée, qui fait écho à celle de la biologisation du social que traitent les épidémiologistes. Il ne s'agit pas, on l'aura compris, de nier la dimension biologique des maladies, mais de poser que les effets sociaux, les effets des facteurs biomédicaux ne peuvent être analysés en dehors des contextes sociaux dans lesquels ces maladies surviennent. Ces contextes sociaux sont structurés par des rapports de domination qui bicatégorisent hiérarchiquement la population sur la base de critères comme le sexe, la profession, la couleur de peau ou d'autres encore. Ces rapports s'expriment tant dans leurs effets matériels, comme par exemple l'accès aux ressources, à l'emploi, au logement, au système de soins, que dans leurs effets symboliques, le statut social, les stéréotypes, etc. Ces rapports sont dynamiques, se reproduisent, se déplacent ou s'atténuent au fil du temps, selon les contestations sociales ou les évolutions politiques. Ces rapports de domination, comme les rapports de genre, de classe et de race, pour ne considérer que les plus structurants, ne façonnent pas les pratiques sociales indépendamment les uns des autres. Et c'est précisément à leur prise en compte simultanée qu'invite l'approche intersectionnelle. Si le terme d'intersectionnalité
apparaît pour la première fois dans la littérature scientifique en 1989 sous la plume de la juriste états-unienne Kimberlé Crenshaw. Les travaux de sociologues françaises à la fin des années 1970, à l'instar de ceux de Daniel Kergoat, posaient déjà les jalons d'une analyse intersectionnelle, plus précisément d'une approche consubstantielle. Les rapports sociaux de sexe produisent, écrit Daniel Kergoat, je cite, une manière homme ou une manière femme d'être ouvrier, montrant que c'est dans leur co-construction et non dans leur addition que les rapports sociaux déterminent les pratiques sociales. En France et à l'étranger, les débats théoriques et méthodologiques sont aussi nombreux que féconds dans ce champ scientifique récent. La prise en compte des différents rapports de domination est située dans l'histoire de la sociologie et dans celle de l'analyse des inégalités de santé. Les rapports sociaux de classe sont les premiers à avoir été considérés. Aujourd'hui, les liens entre position professionnelle et état de santé sont largement documentés au regard de la place dans la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles, PCS ou les anciennes CSP. Mais cette perspective reste très globale. Elle ne concerne ni les personnes sans emploi, ni le travail non rémunéré, majoritairement assuré par les femmes. En outre, elle omet souvent de prendre en compte les conditions de travail, qu'il s'agisse du poste occupé, des horaires partiels choisis ou imposés, du caractère stressant du travail ou de la possibilité même de ne pas s'exposer à des risques. Les travaux sociologiques d'Annie Thébault-Moni montrent que les tâches effectuées par les ouvriers qui interviennent dans la maintenance des centrales nucléaires et qui ont des contrats précaires n'ont souvent d'autre choix que d'accepter de s'exposer à des doses dépassant les seuils autorisés. Avec Annie Thébault et Catherine Lepetit, médecins de santé publique, nous avons donné à voir, dans le cadre d'un travail sur la reconnaissance en maladie professionnelle des cancers de l'ethmoïde des menuisiers, les tensions entre une logique de productivité et une logique préventive, le port d'un masque de protection nécessitant des pauses. Ces tensions sont toujours au cœur de l'organisation du travail dans nombre d'entreprises. L'analyse au prisme de la seule profession reste aussi d'autant plus limitée que l'appartenance de classe se définit bien au-delà de la position professionnelle, par le volume et la nature des capitaux sociaux, culturels et économiques, et notamment les capitaux patrimoniaux, qui sont de plus en plus inégalitaires entre les femmes et les hommes. Et c'est la position dans l'espace social qui détermine l'exposition aux atteintes à la santé et les rapports que les individus entretiennent avec leur corps, leurs symptômes et avec le système de soins. Le primat donné à la catégorie socio-professionnelle pour définir la position sociale n'est pas sans poser question. La production scientifique n'est pas politiquement neutre, la relégation au second plan des conditions de vie et de travail participe d'une logique d'individualisation des risques qui n'épargne pas le monde scientifique. Quant au concept de rapports sociaux de sexe, que l'on appelle aujourd'hui rapport de genre, il a été forgé par les sociologues féministes françaises à la fin des années 1970. L'ouvrage collectif majeur, Le sexe du travail, publié en 1984, rapporte tous les débats qui ont présidé à la genèse de ce concept fondamental. Ce concept a introduit une nouvelle analyse de la réalité sociale à une époque où les différences entre femmes et hommes ne faisaient guère l'objet de l'attention de la statistique publique, ni d'ailleurs du monde académique. L'analyse des inégalités de santé au prisme des rapports de genre est encore peu développée, à l'exception notable des travaux sur la santé sexuelle et reproductive, mais qui renvoient au rôle social traditionnellement dévolu aux femmes. À l'exception également des travaux plus récents sur la santé des minorités sexuelles et de genre, et notamment sur les discriminations que les personnes subissent qui dégradent leur santé mentale, comme le confirment les premiers résultats de notre recherche sur les contextes de la sexualité en France de 2023. Dans la littérature scientifique, le genre fait très souvent office de variable renseignant simplement le sexe biologique assigné à la naissance. Il n'est que rarement problématisé comme un rapport de domination et reste souvent réduit à un écart statistique entre les femmes et les hommes. Écart qui trouverait son origine dans des facteurs biologiques et qui attesterait d'une différence pensée comme incommensurable entre les femmes et les hommes, pour reprendre l'expression de Françoise Héritier.
plusieurs éléments invitent à interroger l'avantage féminin observé en termes d'espérance de vie. On remarque tout d'abord que les écarts entre les femmes et les hommes sont plus marqués que ceux observés entre les classes populaires et les classes aisées. Les femmes ouvrières ont aujourd'hui une espérance de vie à 35 ans supérieure à celle des hommes cadres. C'est 49,6 ans contre 45,8 ans. La hiérarchie de genre supplante la hiérarchie de classe, situation pour le moins inhabituelle dans le monde social. Différentes hypothèses peuvent être avancées pour expliquer cette situation. Les femmes sont socialisées dès leur enfance à s'occuper des autres, pour être à même d'accomplir, une fois adultes, des tâches de soins à l'égard de leurs enfants et de leurs ascendants. Elles portent ainsi une attention plus marquée aux enjeux de santé et ont des pratiques moins néfastes pour la santé que celles des hommes. Elles ont par ailleurs un contact plus fréquent avec le système de soins et les médecins en raison de leur suivi gynécologique. On constate ensuite que cet avantage féminin n'est pas de mise pour toutes les pathologies, allant même jusqu'à s'inverser pour certaines. Par exemple, les femmes sont moins à risque que les hommes de connaître un épisode d'infarctus du myocarde, mais elles risquent davantage que leurs homologues masculins de décéder des suites de cette pathologie, car, comme on le verra, elles ne bénéficient pas des mêmes stratégies diagnostiques et thérapeutiques. Il faut enfin souligner que les effets de la domination masculine jouent sur la production même des connaissances scientifiques. L'épidémiologiste Charles-Olivier Bétancédi a montré que les cancers professionnels des femmes faisaient rarement l'objet de recherches en épidémiologie et que les rares recherches qui s'y intéressaient utilisaient des indicateurs d'exposition aux cancérogènes établis à partir de métiers traditionnellement occupés par des hommes et donc non adaptés à des métiers quasi exclusivement occupés par des femmes. Ce biais de genre contribue à invisibiliser les risques auxquels sont exposées certaines travailleuses, comme celles employées dans des entreprises de nettoyage. Ces différents éléments invitent à ne pas circonscrire l'analyse à la seule prise en compte des rapports de genre, au risque bien présent de l'essentialisation, comme l'illustre la création en France en 2013 d'un institut de recherche en santé de la femme. Un troisième rapport de domination qu'il importe de prendre en compte pour analyser les inégalités de santé est le rapport social de race. La race, comme réalité biologique, est scientifiquement invalidée depuis la fin des années 1960. Néanmoins, son effectivité sociale et politique reste bien réelle. Si la race n'existe pas, la race tue, pour reprendre l'expression de Colette Guillaumin. Dès la toute fin du XIXe siècle, William Dubois, un des fondateurs de la sociologie aux États-Unis, proposait une définition non essentialiste de la race. Ce qui fait des Noirs une race, écrivait-il, c'est avant tout d'être considérés comme tels par les autres, et c'est le partage de conditions communes d'existence qui fait l'unité du groupe. En France, la prise en compte des rapports sociaux de race dans les travaux académiques date du début des années 2000. Elle soulève toujours les réticences de certains chercheurs, alors qu'elle est intégrée dans de nombreux travaux scientifiques à l'étranger, et notamment dans le domaine de la santé. Ces réticences résultent pour partie du modèle universaliste français, qui postule que tous les citoyens sont égaux devant la loi, indépendamment de leur origine, de leur religion ou de leur race. Toute référence à la race est alors considérée comme menaçant l'esprit républicain, car elle instituerait des groupes distincts susceptibles de diviser la nation. Contrairement à une idée largement répandue, y compris dans la communauté scientifique, la loi autorise la collecte de données permettant de caractériser, dans le cadre de recherches scientifiques, le lieu de naissance et la nationalité d'égaux et de ses parents, et la couleur de peau déclarée, à condition que les données soient pseudonymisées. Les débats théoriques et sémantiques sont nombreux sur les qualificatifs à retenir pour caractériser les groupes concernés. Je ne retiendrai pas ici le terme couramment utilisé de minorité ethno-raciale, car il renvoie au concept d'ethnie, très controversé, notamment par les historiens africanistes, et je pense ici aux travaux de Pierre Boilet. J'utiliserai celui de minorité racisée, qui permet, en se centrant sur le processus d'assignation, de ne pas s'exposer
au risque d'une renaturalisation de la race. Récemment, des enquêtes quantitatives ont permis de quantifier les discriminations raciales en France, et en particulier les enquêtes de l'INED, Trajectoire et Origine, conduites avec l'INSEE, en se basant sur la nationalité et le lieu de naissance d'Ego et de ses parents. Toutefois, ces enquêtes n'ont pu tenir compte de la manière dont les individus se pensaient assignés à une minorité racisée. Pourtant, la distinction entre un indicateur qui caractérise le parcours migratoire et un autre qui renvoie à l'assignation subjective à une minorité racisée n'est pas sans importance, théoriquement et méthodologiquement. Les résultats de l'enquête que nous avons réalisée en 2015 chez le Défenseur des droits montrent ainsi que l'effet des discriminations sur l'accès aux soins est plus marqué quand on retient l'indicateur d'assignation à une minorité que lorsque l'on se base sur la nationalité et le lieu de naissance d'Ego et de ses parents. Dans la littérature scientifique, les inégalités de santé selon l'appartenance à une minorité racisée, lorsqu'elles sont prises en compte, sont souvent renvoyées à des spécificités culturelles. Mais les conditions de vie défavorables que ces minorités connaissent accroissent les risques de contracter différentes maladies et grèvent également leur accès au système de soins. En outre, des jugements et des pratiques discriminatoires de professionnels de santé peuvent porter atteinte à la qualité de la prise en charge médicale. Dès 1952, le psychiatre Frantz Fanon alertait dans son article « Le syndrome nord-africain » sur les préjugés raciaux et culturels des médecins coloniaux qui considéraient souvent que les natifs d'un pays d'Afrique du Nord, en l'occurrence les Algériens, exagéraient leur douleur et souffraient d'un manque de rationalité. Cette supposée spécificité des patients de minorités racisées, aujourd'hui décrite comme le syndrome méditerranéen en Europe ou comme le syndrome d'Hispanic Panic pour les femmes aux États-Unis, est une représentation sans fondement scientifique, mais toujours à l'origine de mécanismes de délégitimation des plaintes des patients et de différenciation des traitements proposés. Ces mécanismes ne renvoient d'ailleurs pas seulement à l'appartenance à une minorité racisée, mais aussi à la position de genre et de classe, montrant l'intrication des rapports sociaux entre eux. Examinons maintenant la manière dont ces rapports sociaux façonnent la production des inégalités tout au long des parcours de vie et de santé. Nous avons, avec Michel Ferrand, sociologue, élaboré en 1990 un modèle d'analyse pour comprendre les inégalités en matière de recours à l'avortement en France et dans différents pays d'Afrique subsaharienne, en décomposant les différentes étapes du recours à cet acte. Ce modèle a été enrichi dans le cadre du projet GENDI pour Gender and Health Inequalities, projet qui est conduit avec mes collègues sociologues Muriel Darmon et Anne-Sophie Cousteau, et avec Pierre-Yves Joffard, économiste, et Michel Kelly-Irving, épidémiologiste. C'est un projet financé par le Conseil européen de la recherche. Je reprendrai ici 4 principales étapes de production des inégalités. Les atteintes à la santé, la perception des symptômes, l'accès aux soins et enfin les conditions de prise en charge par le système de santé. La première étape, donc, exogène, est celle des atteintes à la santé. Parmi les risques les plus importants pour la santé, les facteurs environnementaux font l'objet d'une attention croissante. Au cours des 2 dernières décennies, les décès causés par la pollution de l'air et la pollution chimique ont augmenté de 66%. Cette pollution est responsable aujourd'hui d'environ 9 millions de décès par an, dont 90% surviennent dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Quant au dérèglement climatique, il représente à l'évidence une menace pour la santé. Il affecte l'environnement physique, mais également les conditions sociales et économiques et accentue les phénomènes migratoires inter- et intra-pays et leur cortège de drames humains. Des travaux récents attribuent 37% des décès liés à la chaleur au dérèglement climatique induit par l'activité humaine. Les personnes les plus touchées sont celles qui contribuent le moins à ces causes et celles qui sont le moins à même de s'en protéger, à savoir les populations pauvres des pays à faible revenu. Si l'on examine plus précisément les expositions liées aux conditions de vie, l'exemple de la pandémie de Covid-19 est particulièrement intéressant à considérer en ce qu'il montre l'existence de fortes inégalités en matière d'exposition au risque.
Dès le début de l'épidémie, en 2020, rappelez-vous, les données nationales de santé de pays comme le Royaume-Uni ou les États-Unis révèlent des écarts marqués de mortalité selon la profession exercée et l'appartenance à une minorité racisée. On voit sur cette diapositive les différences importantes selon, à gauche pour les hommes, à droite pour les femmes, selon l'appartenance hispanique, black, white, et puis également selon le type de profession, niveau élevé, bas et moyen, dans la profession exercée. En France, les données disponibles n'ont pas permis de caractériser finement l'ampleur de ces inégalités. Une analyse de l'Institut national des études démographiques a néanmoins pu établir que les personnes nées en Afrique subsaharienne, âgées de 40-69 ans, soit un groupe d'âge en situation d'activité professionnelle, avaient un risque de surmortalité par rapport aux personnes nées en France multiplié par 18,8 pour les hommes en 2020, par rapport à 2019 où le Covid n'existait pas, et par 16,2 pour les femmes. Cette surexposition reflétant en partie le fait que ces personnes vivaient plus souvent dans les régions les plus touchées par la pandémie. Nous avons montré avec Josiane Warszawski, à partir des données de l'enquête EPICOV réalisée par l'INSERM et par l'adresse, que la surexposition des personnes immigrées d'Afrique du Nord et subsaharienne au risque de contracter le virus résultait de leurs conditions de vie, densité des communes de résidence, logements surpeuplés. Elle provenait également de leurs conditions de travail, ces personnes utilisant plus souvent les transports en commun pour se rendre sur leur lieu de travail et occupant plus souvent des emplois dits de première ligne, comme par exemple conducteur de bus ou agent de nettoyage, profession particulièrement exposée au risque de contamination. Autant de caractéristiques qui résultent de politiques sociales de logement datant de plusieurs décennies et d'un marché de l'emploi socialement et racialement ségrégué. Si les mesures qui ont été mises en place pour lutter contre la pandémie de Covid-19 ont permis de freiner efficacement la diffusion du virus, elles se sont heurtées aux inégalités sociales qui structurent profondément la société française et les ont même accentuées. La deuxième étape individuelle est celle de la perception des symptômes. Les conditions d'accès au système de soins, lorsqu'il existe un système de soins efficient, sont en partie déterminées par la perception des symptômes. Confrontées à une atteinte à leur santé, certaines personnes peuvent ne pas ressentir de symptômes, d'autres les ressentir tardivement ou ne pas les interpréter comme un problème de santé, ce qui peut retarder le recours éventuel au système de soins. À la suite des travaux de Marcel Mauss, de nombreuses recherches en anthropologie ont montré que les ressentis physiques et les manières de les manifester étaient liés aux normes sociales en vigueur, notamment s'agissant de la douleur. Les exemples qui suivent sur les symptômes ressentis en cas d'infarctus du myocarde ou de Covid long attestent du caractère éminemment structurant des apprentissages sociaux. Dans cette méta-analyse publiée récemment sur les symptômes rapportés par les personnes diagnostiquées pour un syndrome coronarien aigu, montre que les femmes et les hommes ne déclarent pas les mêmes symptômes. Les femmes évoquent plus souvent, c'est tout en haut, plus souvent quand c'est de ce côté-là, c'est plus souvent, quand c'est de l'autre côté de la barre droite, pardon, c'est moins souvent. Les femmes évoquent plus souvent la fatigue et les nausées, tandis que les hommes font davantage état de douleurs thoraciques. À ce jour, aucune hypothèse d'ordre physiopathologique ne permet d'expliquer de telles différences. Ces résultats font écho à ceux d'une recherche sur le genre du Covid long que nous venons de réaliser. Cette pathologie est particulièrement intéressante à étudier car il s'agit d'une entité nosographique émergente pour laquelle il n'existe pas encore de critères diagnostiques établis. Afin de repérer un Covid long chez les patients, les professionnels de santé s'appuient donc prioritairement sur les symptômes rapportés par les malades. La littérature internationale montre que les femmes rapportent toujours plus souvent des symptômes évocateurs d'un Covid long. Notre étude souligne que le type de symptômes déclarés diffère selon le sexe. Les hommes rapportent plus souvent des douleurs articulaires et thoraciques, ce que vous avez ici sur la gauche du schéma, tandis que les femmes rapportent davantage des épisodes de fatigue intense et des troubles de mémoire et de concentration.
Ces exemples donnent à voir une opposition dans les représentations entre ce que j'appelle un corps mécanique masculin et un corps systémique féminin. Opposition qui se construit dès le plus jeune âge via une socialisation différentielle entre les filles et les garçons. Les hommes s'inquiètent davantage quand la maladie atteint le fonctionnement mécanique du corps et tendent à assigner les symptômes à un organe. Les femmes déclarent quant à elles davantage de symptômes qui ont une incidence dans leur vie quotidienne et quand ils interfèrent avec leur rôle social. Il en est ainsi de la fatigue, car elles y sont plus exposées que les hommes dans leur vie quotidienne, du fait d'une répartition toujours inégale entre les femmes et les hommes en matière de travail domestique et de prise en charge des tâches éducatives. Cette opposition n'est pas sans rappeler le clivage entre une sexualité masculine pensée sur le registre de besoins sexuels qui serait, entre guillemets, par nature, plus important que ceux des femmes, et une sexualité féminine qui reste encore majoritairement pensée sur le registre de l'affectivité, même si les choses ont évolué récemment. Nous avons montré que l'adhésion à cette représentation clivée dans le domaine de la sexualité traduisait, tout autant qu'elle donnait sens, aux tensions entre des pratiques sociales toujours inégalitaires entre les femmes et les hommes et un idéal égalitaire qui traverse la société française, sauf précisément dans le champ de la sexualité. Ce clivage de genre s'articule à celui que j'évoquais précédemment sur le rapport à la santé entre les classes aisées qui développent une vision attentive de la santé et les classes populaires pour qui le corps est davantage appréhendé comme un outil de travail. Le ressenti et l'expression des symptômes traduisent donc l'incorporation du social, interrogeant les modes de production et d'usage des catégories sémiologiques. La troisième étape politique concerne l'accès au système de soins. De nombreux pays, en particulier la France, connaissent de fortes inégalités territoriales d'accès aux soins. Une lecture de ces inégalités en termes de discrimination, fondée sur le critère juridique du lieu de résidence, est toutefois peu développée, alors que l'on connaît l'inégale répartition des structures de santé et des transports publics sur le territoire. La dimension spatiale des inégalités de santé renvoie également aux politiques publiques qui laissent se dégrader l'environnement au mépris de la santé des populations qui y vivent. L'exemple du chlordécone, pesticide cancérigène interdit dès 1973 aux États-Unis et utilisé jusqu'en 1990 en France hexagonale et jusqu'en 1993 dans les Antilles françaises pour améliorer la productivité des cultures de bananes, est illustratif de ces enjeux. L'accès aux soins peut être aussi empêché pour certaines populations en raison de leur statut administratif. Par exemple, les conditions d'allocation de l'aide médicale d'État, l'AME, sont de plus en plus restrictives. Cela peut mettre en péril la santé des personnes concernées, comme le rappellent régulièrement les professionnels de santé, et des instances consultatives indépendantes, comme le Défenseur des droits et le Conseil national du sida. Les conditions d'accès au système de soins renvoient enfin aux expériences de discrimination. Les recherches sur le sujet portent de manière quasi exclusive sur les minorités racisées. Elles expliquent leur plus grande réticence à consulter par la barrière de la langue, la peur de l'expulsion ou par une plus grande défiance vis-à-vis du système de santé. Une analyse du non-recours à la vaccination contre le Covid-19 nous a permis de montrer que l'effet structurant des expériences de discrimination existait pour tous les groupes sociaux et pas seulement pour les minorités racisées. Les personnes confrontées à des discriminations, au contact d'institutions censées garantir et incarner l'égalité de traitement, se sentent exclues socialement et sont en conséquence peu enclines à s'engager dans une démarche préventive pour elles-mêmes ou pour protéger les autres. Assurément, l'accès aux soins ne saurait relever d'une simple logique sanitaire. La quatrième et dernière étape, institutionnelle, renvoie aux conditions de prise en charge par les professionnels de santé. Les interactions entre malades et professionnels de santé sont étudiées de longue date en sciences sociales. La profession médicale jouit d'une autonomie considérable dans la société, qui repose sur une reconnaissance sociale et une légitimité institutionnelle qui lui permet de définir ce qui est considéré comme normal ou pathologique, en référence aux travaux du philosophe Georges Canguilhem. De nombreuses études en sociologie de la santé se sont inspirées du travail de Friedson
pour analyser le pouvoir médical, certaines proposant même de l'appréhender comme un rapport social de domination dès lors que l'on considère les interactions entre les patients et les professionnels. Ce pouvoir médical, ce pouvoir accordé au corps médical, est d'autant plus important que la médicalisation, entendue comme un processus social qui consiste à donner une dimension médicale à des conceptions et à des pratiques qui jusque-là n'étaient pas socialement appréhendées comme telles, cette médicalisation est de plus en plus marquée dans les sociétés contemporaines. L'exemple de la dépénalisation de l'avortement, qui a conduit à confier aux médecins la gestion de cet acte, sans danger et fréquent dans la vie des femmes, est illustratif d'un tel processus, qui contribue d'ailleurs au fait que l'avortement ne soit toujours pas considéré comme un droit comme un autre. Cette légitimité accordée au pouvoir médical marque du sceau de l'inégalité le colloque dit singulier entre médecins et patients. La capacité à présenter aux médecins des symptômes clairs auxquels la médecine accorde du sens dépend des ressources sociales que les individus peuvent mobiliser. Les médecins, qui sont souvent issus de classes supérieures, entretiennent un rapport de proximité privilégié avec les personnes de milieux favorisés. Plus précisément, ce gouvernement par la parole qui s'opère lors des consultations médicales est particulièrement propice aux classes moyennes qui acceptent les normes médicales sans contester l'autorité médicale, contrairement aux classes les plus aisées, comme l'a montré Dominique Mémy. Mais le rapport médecin-patient est également genré. La vision mécaniste et anatomique du corps, qui prévaut toujours dans la médecine contemporaine, cadrant mieux avec les représentations masculines du corps mécanique que j'évoquais précédemment. Les compétences non verbales sont aussi très importantes à considérer, comme le montrent les travaux de la sociologue états-unienne Janet Shim. Fondées sur des biais de genre, de classe et de race, les pratiques discriminatoires, le plus souvent inconscientes, provenant des jugements des professionnels de santé, peuvent ainsi jouer un rôle important. Par exemple, une étude publiée en 2020 aux États-Unis montre que les nouveau-nés noirs mouraient 3 fois plus à la naissance que les nouveau-nés blancs, de même poids et de même terme, et que cette surmortalité diminuait significativement en cas de concordance entre l'origine géographique des mères et celle des professionnels de santé. Enfin, l'institution médicale elle-même est productrice d'inégalités de santé. À la suite des travaux de Thomas Laqueur, Delphine Gardet et Ilana Lovi ont montré qu'à partir de la fin du XVIIIe siècle, l'institution médicale a historiquement constitué la physiologie et la santé féminine en référence à une norme masculine pensée comme neutre et universelle. Nous avons récemment établi que les dernières recommandations de la Société européenne de cardiologie, qui enjoignent les professionnels de santé à ne pas proposer les mêmes stratégies diagnostiques et thérapeutiques aux femmes et aux hommes de même âge et présentant les mêmes symptômes, n'étaient pas étayées par les études citées dans le dit rapport. Et pour cause, pourrait-on dire, peu d'études sur le sujet portent sur les femmes. Dans la même logique, les normes de l'American Thoracic Society ont, jusqu'en 2023, encouragé l'utilisation d'algorithmes intégrant la position raciale pour interpréter des tests de fonction pulmonaire, alors même que les enquêtes sur lesquelles s'appuyaient ces recommandations ne tenaient pas compte des facteurs sociaux susceptibles de rendre compte des différences spirométriques entre les groupes ainsi définis. Ces biais, qui renvoient aux positions de genre, de race et de classe, ne sont pas sans effet sur l'analyse des problèmes de santé et sur les recommandations en matière de prise en charge et de prévention qui peuvent en découler. Ils sont d'autant plus importants à interroger que le recours à l'intelligence artificielle dans la formation médicale et dans les applications diagnostiques à l'intention du grand public est de plus en plus fréquent. Les algorithmes s'appuient sur des données publiées empreintes de ces biais. Ils contribuent à la reproduction de pratiques professionnelles inégalitaires et à la mauvaise orientation des personnes qui les consultent. Cette présentation par étapes
que je viens de vous proposer pourrait donner lieu à penser que la production des inégalités de santé s'opère selon une logique de causalité linéaire en passant mécaniquement d'une étape à l'autre. La réalité est plus complexe, comme l'illustre l'histoire d'une jeune femme qui a eu un infarctus et que je voudrais maintenant vous présenter brièvement avant de conclure mon intervention. Une recherche en cours du projet GENDI sur les personnes confrontées à un infarctus du myocarde est basée pour partie sur des entretiens semi-directifs qui sont conduits et analysés avec Aurore Loretti et Jeanne Goudineau. L'histoire de Katia, donc, Katia c'est un prénom d'emprunt bien sûr, elle est âgée de 42 ans, titulaire d'un bac professionnel et issue d'un milieu populaire. Elle vit avec son mari, gardien de prison, et leur fils de 19 ans qui est en situation de handicap mental. Elle a dû arrêter son travail d'assistante de vie scolaire pour s'occuper de ce dernier, ce qui occasionne un stress important pour lequel elle est traitée. Le mois précédant son infarctus, elle ressent à plusieurs reprises des douleurs dans la poitrine et dans le bras, douleurs qu'elle traite en ingérant des sucres rapides. Un jour qu'elle est prise de vomissements, elle finit par consulter un médecin généraliste, qu'elle ne connaît pas puisqu'il s'agit du remplaçant du remplaçant. Il réalise un électrocardiogramme qui s'avère normal et il pense que les douleurs qu'elle ressent peuvent être liées aux crises d'angoisse qu'elle évoque, diagnostic auquel elle adhère elle-même volontiers. Par précaution, il lui rédige une lettre à l'intention d'un cardiologue, sa tension étant élevée. Katia prend un rendez-vous qui est fixé 4 mois plus tard. Mais quelques jours après cette consultation, elle ressent une vive douleur à la poitrine. Elle prend alors un médicament pour les crises de panique et décide 2 heures après d'appeler le SAMU, car ces douleurs ne s'atténuent pas. Katia indique à l'opératrice être soignée pour des crises d'angoisse, tout en lui signalant que ses douleurs thoraciques et au bras gauche sont présentes depuis plus d'1 heure. L'opératrice lui conseille de prendre un cachet pour les crises d'angoisse et de rappeler 1 heure plus tard si ces douleurs persistent. Son mari rentre alors du travail et Katia, bien que ses douleurs soient toujours fortes, lui prépare son déjeuner avant de rappeler le SAMU. L'opératrice lui suggère à nouveau de prendre un cachet et lui conseille même d'aller prendre l'air. Katia décide alors d'aller consulter la médecin de garde. Cette dernière rappelle le SAMU et Katia est finalement conduite en ambulance à l'hôpital. Après une série d'examens, l'équipe soignante décide de la transférer dans un autre hôpital qui dispose d'un service de cardiologie. 4 stents lui sont alors posés en urgence, plus de 10 heures après son premier contact médical. Depuis, elle souffre d'une insuffisance cardiaque sévère et ses conditions de vie se sont nettement détériorées. Elle répète à plusieurs reprises pendant l'entretien que son infarctus est dû à la faute à pas de chance. Les rapports de genre rendent compte des crises de panique que cette femme éprouve. C'est elle qui a arrêté de travailler et qui assume la charge mentale et matérielle du soutien à son fils. Articulé au rapport de classe, il contribue à créer un retard dans l'accès aux soins. Katia ne s'alerte pas lors de la survenue de ses tout premiers symptômes. Attitude fataliste typique d'un habitus propre au milieu populaire. Alors que les symptômes douloureux persistent, elle prend le temps de préparer le repas de son mari, qui ne s'inquiète pas outre mesure, avant d'appeler le SAMU. Ce parcours chaotique d'accès aux soins est encore renforcé par les rapports de domination médicale quand les professionnels de santé attribuent d'emblée ces douleurs à des crises de panique. Cette manifestation emblématique d'une soi-disant hystérie féminine devient la grille de lecture première de ces troubles, alors qu'elle décrit pourtant clairement des symptômes dits typiques de l'infarctus. Mais ces symptômes typiques sont censés être surtout masculins, comme ces professionnels l'ont appris lors de leur formation. Son histoire montre que les différentes étapes d'un parcours de santé interagissent entre elles et s'inscrivent dans un processus cumulatif construit par les rapports de domination pour rendre compte d'une trajectoire de santé, dont l'issue aurait pu être encore plus tragique. Comme furent tragiques les histoires récentes de jeunes femmes d'origine d'Afrique subsaharienne dont les descriptions de leurs symptômes n'ont pas été prises au sérieux par des personnels de services d'urgence contactés et qui sont décédées sans doute faute d'une prise en charge adéquate. Au terme de cette intervention, je voudrais interroger le paradigme préventif qui préside à la lutte contre les inégalités de santé. Une propriété fondamentale des inégalités de santé est, on l'a vu, leur caractère doublement cumulatif.
Les personnes situées en bas de l'espace social ont des conditions de vie et de travail qui les exposent à davantage de risques pour leur santé. Ce sont celles qui connaissent le plus de difficultés dans l'accès aux soins, celles dont les interactions avec les professionnels de santé sont les moins fluides et celles qui sont confrontées à des pertes de chance dans leur prise en charge médicale. Et ces épisodes de santé sont susceptibles de se répéter tout au long de leur trajectoire de vie, rendant compte d'une usure progressive des corps, différentielle selon les positions sociales. Ces deux dimensions, transversales et longitudinales, s'alimentent l'une l'autre. Ces inégalités font donc système, et d'autant plus qu'elles sont construites par les inégalités présentes dans les autres sphères sociales, et notamment par les inégalités économiques. Cette perspective systémique remet en cause la logique de responsabilisation individuelle qui sous-tend nombre de politiques préventives. L'accent mis sur les facteurs de risque individuels, la multiplication des outils d'autocontrôle sur sa santé et le développement de la médecine personnalisée au cours des dernières années grâce au progrès spectaculaire de la génétique sont autant d'éléments qui contribuent indéniablement à une approche individualisante en santé publique. Comme l'a montré Robert Castel, par l'individualisation des problèmes, la psychologisation des rapports sociaux conduit à une dépolitisation des enjeux sociaux qui dévie l'attention des causes structurelles profondes des inégalités sociales. Les actions de prévention qui en appellent à des modifications de pratiques individuelles, qu'il s'agisse d'informer sur les risques liés à certains comportements ou de fournir des moyens de prévention, ne peuvent être efficaces que si les contextes sociaux permettent leur adoption. On pense par exemple au coût financier que représente une alimentation saine, un enjeu majeur de santé publique pour des personnes disposant de ressources limitées. Ces actions, quand elles postulent une rationalité sanitaire qui nie les logiques sociales de production des inégalités, contribuent le plus souvent à les renforcer, comme on l'a vu pour le sida, le Covid-19, l'obésité, la lutte contre le tabagisme, etc. Les politiques de prévention qui visent à modifier les déterminants structurels des inégalités sont assurément les plus à même d'être efficaces. Ce sont d'abord les conditions de vie et de travail qui altèrent l'état de santé des populations et qui doivent faire l'objet de toutes les attentions politiques. Nombre d'actions peuvent être mises en œuvre, comme par exemple celles proposées par la CNCDH dans son tout dernier rapport, telles que l'interdiction de l'utilisation des pesticides, l'adoption de mesures contraignantes pour que les employeurs assurent des conditions de travail non pathogènes, la mise en place d'une véritable politique de logement, etc. Autant de mesures dont la liste est loin d'être exhaustive, sans aucun doute plus efficace pour réduire les inégalités de santé que de conduire des campagnes nationales d'information sur tel ou tel risque pour la santé. Ce sont aussi les discriminations qui sont, comme on l'a vu, au cœur de la production des inégalités. Elles produisent des situations d'exposition accrue au risque, induisent un sentiment d'exclusion sociale peu propice à l'inscription dans une démarche préventive et obèrent également la confiance dans les institutions chargées de la santé. Par ailleurs, les pratiques discriminatoires de professionnels de santé peuvent, comme on l'a vu, s'accompagner d'une prise en charge médicale moins efficace. Enfin, les discriminations produites par les logiques structurelles qui se nichent au sein même des dispositifs médicaux, sociaux et juridiques conditionnent l'accès au système de soins et son organisation. La lutte contre les discriminations apparaît alors comme un axe prioritaire pour lutter contre les inégalités de santé. C'est donc à un changement fondamental de paradigme préventif qu'il faut procéder si l'on veut véritablement lutter contre ces inégalités. C'est un enjeu politique, un enjeu de justice sociale, un enjeu éminemment éthique. Et la recherche scientifique indépendante a plus que jamais un rôle fondamental à jouer pour décrypter ces inégalités et évaluer l'efficacité des politiques mises en œuvre pour les réduire. Rôle mis à mal à l'heure où la liberté académique est censurée de l'autre côté de l'Atlantique, mais aussi remise en cause par certains dans d'autres pays, dont la France. Cette censure vise tous les thèmes que j'ai abordés aujourd'hui, du genre à l'intersectionnalité,
en passant par les minorités sexuelles et de genre, les discriminations, sans oublier le terme même d'inégalité. Cette censure vise également d'autres champs de recherche, comme le dérèglement climatique, et représente, à n'en point douter, une véritable attaque contre notre démocratie. Je tiens pour terminer à remercier très chaleureusement toutes mes collègues et tous mes collègues, chercheurs, postdoctorants, doctorants, étudiants, personnels administratifs en France et à l'étranger, qui m'ont accompagné toutes ces années dans ces recherches et ces réflexions. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention.